Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Ils sont déjà nombreux. Absolument, absolument. Alors pour les personnes qui nous rejoignent et qui connaissent peut-être pas l'émission, une fois par mois, on va à la rencontre d'un DA, d'une évidemment galeriste, d'un éditeur, éditrice ou d'un agent pour qui nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs et contributrices de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions. Et sans plus attendre, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Laurent Zorzin, cofondateur avec Effie Mild, comment on dit? Mild. Allez hop, de la galerie Art Factory à Paris. On va en parler en long, en large, en travers, mais grosso modo, c'est une galerie qui explore depuis 25 ans la scène graphique contemporaine au carrefour du dessin, de la BD et de l'illustration, tout un programme, et qui aussi accessoirement, c'est un petit peu moins connu, mais qui a aussi été agent, notamment d'une agence intitulée La Supérette. Bienvenue sur le podcast, Laurent. On est ravis que tu sois avec nous aujourd'hui. Salut, bonjour à toutes et tous, et merci pour l'invitation. Grand plaisir. Oui. Alors, Laurent, on pose toujours un petit peu la même question à nos invités. Tu connais peut-être la question ou tu l'as peut-être oubliée, mais est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? Vaste programme. Je m'appelle Laurent Zorzin, donc j'ai 53 ans et comme le disait Jérémy, je suis cofondateur de la galerie Art Factory avec Effie, qui est aussi ma compagne, et donc ça fait 27 ans maintenant qu'on a créé la galerie Art Factory, qui a connu plusieurs incarnations jusqu'à celle aujourd'hui qui est d'avoir cette galerie au 27 rue de Charonne, sur laquelle donc effectivement on explore le dessin, la bande dessinée, l'illustration, le graphisme, tout ce qu'on appelle en fait la scène graphique contemporaine. Alors moi, ce qui me motive le matin, c'est assez simple. Je suis né dans une famille de commerçants. Mes parents étaient gérants de supérettes, d'hypermarchés et autres commerces alimentaires. Et j'ai hérité ça d'eux, c'est-à-dire c'est cette envie d'aller au contact des gens. C'est-à-dire que quand on ouvre un commerce, et une galerie d'art, c'est un commerce, on sait jamais qui va rentrer, ce qui va se passer dans la journée. Et moi, c'est vraiment ce qui me motive, en fait. C'est-à-dire, c'est voir qui va venir et comment on va embarquer ces visiteurs dans les expositions que l'on présente, comment on va leur faire découvrir tel ou tel livre, tel ou tel artiste. Et vraiment, c'est ça. J'avoue que c'est vraiment. C'est vrai qu'on recrée souvent une fois adulte. Alors soit on se construit en opposition à sa cellule familiale, soit on fait une sorte de prolongement. Et, voilà. Et voilà. Et mes parents, ils ont toujours travaillé ensemble, et je crois qu'inconsciemment, j'ai recréé cette envie à la fois d'une sorte de cocon familial et de lieu ouvert à toutes et tous. Est-ce qu'on peut dire que tu kiffes ta life actuellement? Oui, mon fils pourrait dire ça, parce qu'il a 10 ans. Ouais, voilà. Tu apprécies ton existence. Voilà, est-ce que tu apprécies ton existence? Non, mais je suis très, très heureux de faire ce que je fais, et surtout, je serais incapable de faire autre chose d'autre, de travailler dans une société X ou Y. Vraiment, alors même si c'est compliqué, parce que on est quand même sur des modèles économiques qui sont très ténus, si on peut dire. Oui. Donc effectivement, on va dire que les avantages que l'on a évoqués, le fait de savoir pourquoi on se lève le matin, parce qu'on va prendre du plaisir à venir animer ce lieu, donc qui est la galerie Art Factory, ça compense toutes les emmerdes qu'on peut avoir par ailleurs, voilà, qui sont en général de type économique, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas de patron, et notre patron c'est le banquier, quoi, en général. Voilà.
Bah oui, voilà, c'est hyper bien résumé. L'économie, c'est quand même toujours le mouton noir des métiers créatifs. Hein. C'est tout le temps un peu ce qu'on entend. C'est des économies fragiles. Bah ouais, parce que t'es tout le temps sous tension, sous pression en fait de ce qui peut se passer. On avait parlé du Covid en off. Enfin, c'est extrêmement bon exemple dès que t'as un commerce, en fait, une boutique. Ouais. Et voilà, oui. Et puis il faut s'adapter, il faut savoir pivoter et, comme tu disais, faire des choix parfois, quoi. Exactement. Mais après, bon, voilà, c'est aussi pour moi, comme je crois qu'on a en 27 ans d'activité, parce que la première Art Factory, elle a ouvert en septembre 1996. On aurait pu mettre la clé sous la porte au bas mot des dizaines de fois. Mais à chaque fois, il y a toujours eu une exposition qui a fonctionné, un contrat pub quand on était agent qui tombait au bon moment. Et on a toujours eu des petits signes comme ça qui nous encourageaient à continuer. Et j'aime bien le fait que tu dises que ce soit des signes et pas de la chance. Ouais, j'aime bien la nuance. Bon, alors la chance, ça se provoque toujours un petit peu par les décisions que l'on prend dans la vie en général, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Mais ouais, pour nous, à chaque fois, moi, combien de fois, surtout quand on était dans la galerie dans le 18e, c'était voilà, à ce moment-là, on ouvrait le week-end, le samedi, le dimanche compris. Et le lundi, je sais que j'avais le banquier qui m'attendait ou qui attendait EFI avec une genre de batte de baseball à la place d'une calculette. Et combien de fois on s'est retrouvé le samedi, bon bah voilà, il faut faire tant de chiffre d'affaires pour se remettre à flot avec la banque et tout. Et bizarrement, on arrivait dans les situations toujours les plus critiques à les faire. On avait toujours un client, un collectionneur qui passait et qui achetait ce qu'il fallait pour nous maintenir la tête légèrement hors de l'eau et nous pousser finalement à continuer. Et vous faisiez quoi, du coup, concrètement pour parce que j'entends peut-être le collectionneur ou genre la chance. Bah alors, tu peux raconter mon anecdote du coup, Jérémy. Ouais. Alors en fait, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec Art Factory. Moi, j'ai eu la chance au lycée d'avoir le papa d'Jürgen Jarner comme prof. Ouais. Et du coup, en fait, ensuite, je suis allé aux Beaux-Arts et là, j'ai rencontré justement tous mes aînés. Il y avait Joran, et Frédéric Bertrand, Axel Renaud, Stéphane Kiel, Diego Aranega, etc. Et du coup, le fait de les connaître, ça m'a permis aussi de savoir un petit peu quels étaient les spots intéressants à aller voir. Et comme j'étais à Nancy, quand je prenais le train pour aller sur Paris, j'avais vraiment deux gros spots que je visitais à chaque fois parce que j'étais vraiment collectionneur à l'époque de BD underground et compagnie. Et j'allais notamment à un regard moderne. Donc grosse pensée à Jacques Noël, chez qui j'ai fait toute ma collection de Chris Ware. Et évidemment, j'allais dans le quartier des Abbesses à Art Factory, en face du théâtre de l'Atelier. Et là où j'ai découvert des artistes comme Attaque, Tom de Pékin, Stéphane Blanquier, etc. quoi. Et ça a nourri énormément ma culture graphique en fait de jeune étudiant en art graphique. Et j'en garde vraiment des souvenirs énormes de l'ancienne boutique. Et c'est un grand plaisir, c'est un petit peu retour vers le futur pour moi aujourd'hui que tu sois là puis qu'on puisse évoquer avec toi toute ton histoire. Voilà. Ah oui, trop bien. Oui, c'est vrai que aujourd'hui Art Factory dans sa configuration actuelle, rue de Charonne, c'est-à-dire 3 niveaux d'exposition, un espace librairie et en gros 250 mètres carrés consacré à la scène graphique contemporaine. Ça n'a rien à voir avec ce qu'était la première Art Factory du 18e dont tu parles, qui était une petite boutique, alors là pour le coup de 70 mètres carrés, mais qu'on avait voulu déjà assez convivial avec EFI. Et attends, justement, on va remonter dans le temps. Tu me mentionnes EFI justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés et comment du coup cette histoire de Art Factory est née, quoi. Mais faisons un peu the origin story de Laurent et EFI. Donc Art Factory, les origines, effectivement. Voilà, c'est ça. Alors, il se trouve que moi quand je suis venu à Paris pour reprendre mes études après quelques années de pérégrination, c'est ça, diverses et variées, très variées même. Donc j'ai repris des études vaguement de commercial, quoi. J'ai fait un BTS action commerciale. J'avais 23 ans à ce moment-là, donc je reprenais tard les études, en travaillant en contrat alterné. Et donc je travaillais dans une société de prêt-à-porter qui s'appelait Crix.
Et donc, j'ai rencontré Effie à la machine à café de chez Krix, puisqu'elle était styliste. Elle avait terminé ses études, elle est allemande, hein, donc elle avait fait ses études de stylisme en Allemagne, et elle est venue à Paris pour travailler dans le milieu de la mode et du prêt-à-porter. Donc elle a fait des stages chez Daniel Echter, ce genre de boîte, puis après elle a travaillé comme styliste, chef de produit chez Célio, et puis un jour elle a atterri chez Krix. Et donc là, on s'est rencontrés à la machine à café, donc au début je pensais qu'elle était anglaise, donc bon, j'avais une passion pour l'Angleterre, donc je me suis dit tiens, ça pourrait matcher. En fait, je me suis rendu compte qu'elle était allemande, bon, je me suis dit ok, ça va le faire aussi. Et donc, il se trouve que c'était la meilleure copine de ma chef chez Krix, où je travaillais comme assistant chef de produit. Voilà, donc je suis resté 3 ou 4 ans chez Krix, le temps de boucler une maîtrise de sciences de gestion. Et Effie, elle est partie un petit peu avant moi. Puisque on va dire que les petites perfidies du milieu de la mode et du prêt-à-porter, ça l'intéressait pas trop. Et elle avait bien réussi à négocier son départ. Elle avait un petit peu d'argent de côté. Et surtout, elle avait 2 potes en Allemagne qui étaient photographes. Un photographe et l'autre photographe designer, faisait des meubles. Il s'appelle Jürgen Rudolf et Schwanny, qui est décédé il y a pas si longtemps. Et donc, elle leur a dit, moi j'ai un peu de temps devant moi, envoyez-moi vos books. Hein, donc là on est en 1995, donc tout ça c'est avant Internet et tout ça. Donc les books c'était des books papier là dans les petits ouais. classeurs, etc. Voilà. Fallait se les trimballer dans le métro. C'est ça exactement. Et donc elle leur dit, envoyez-moi vos books, je vais essayer de vous trouver des plans d'expo à Paris en photo, tout ça, parce que moi j'aime bien ce que vous faites et voilà. Donc elle commence à faire le tour des galeries. Et là, elle se fait tellement éclater, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas recevoir ou quoi. C'était vraiment pour le coup une fin de non recevoir. Non, mais c'est qui vos potes photographes là? C'est bon. S'ils sont pas connus, s'ils ont jamais exposé, ça ne nous intéresse pas. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, le marché de l'art traversait une crise. Un peu compliqué parce que il y avait des conséquences économiques qui étaient liées à la première guerre du Golfe. Donc il y avait une grosse bulle spéculative sur le marché de l'art à la fin des années 80, au début des années 90, et là tout était en train de s'effondrer lié à ces événements extérieurs. Donc on va dire que les galeries étaient aussi, pas pour les défendre, mais un peu frileuses quoi sur les jeunes artistes. Et bon. Donc elle fait le tour comme ça de plusieurs galeries, elle se fait éclater à chaque fois et donc Effie on avait tous les deux à peu près 25 ans à ce moment-là. Et puis le coup de grâce, en fait, elle va voir une galeriste, vraiment la galeriste photo la plus réputée de Paris. Alors elle est décédée aujourd'hui, on peut la nommer, donc c'est Agathe Gaillard, qui était vraiment une très très grande galerie photo. Et alors là, elle tombe sur la caricature de la galeriste parisienne Germano-Pratine, vraiment mais imbuvable. Donc elle sort de là-dedans, elle dit bon, si c'est comme ça, vous me faites toutes vous me saoulez, je vais monter une galerie pour des jeunes artistes qui n'ont pas accès comme mes potes aux galeries d'art traditionnelles, puisque visiblement ça a l'air compliqué. Et donc c'est comme ça que ça s'est créé. C'est vraiment un coup de colère. Donc elle remonte. À ce moment-là, on habitait dans le 18e tous les deux. Donc et donc Effie, c'est comme ça. Hein, quand elle prend une décision, elle fonce. Donc elle commence à chercher un local. Et puis elle en trouve un juste sur la place donc du théâtre de l'Atelier, vers la rue des Abbesses. Et puis voilà, c'était parti quoi. Ça y est, on va ouvrir une galerie. Alors moi à ce moment-là, je travaillais pour le côté obscur des galeries d'art, c'est-à-dire que j'avais développé avec un ami un des premiers portails internet consacrés aux galeries d'art, puisque ça commençait tout juste à se développer. Tout ça s'appelait Officiel des Arts. Et que c'est un site que j'ai animé quelques années, de 96 à 2002. Et surtout, on a fait les premiers sites internet de la FIAC, tout ça. Donc, je connaissais très bien le marché officiel, on va dire, des galeries d'art. Et je voyais aussi très bien pourquoi des jeunes artistes, qu'ils soient photographes, dessinateurs ou peintres, pourquoi c'était compliqué, parce que c'est un marché qui est très conservateur, encore aujourd'hui, hein, très conservateur, très 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 fermé. C'est beaucoup d'entre-soi en fait. Et si on n'a pas les bons codes, etc., ça marche pas. Alors nous déjà ne venons pas de ce milieu-là. Enfin moi en l'occurrence quand je faisais cette société internet avec un ami d'enfance,
On avait déjà fait un petit hold-up parce qu'on n'était pas du tout du sérail. On avait réussi à intégrer vraiment ce circuit parce qu'en fait, personne connaissait ça. Je sais pas si vous connaissez les galeries genre Kamel Menour, genre Jérôme de Normand, qui sont des très très grosses galeries. Enfin, Jérôme de Normand, ils ont fermé entre-temps, mais Kamel est toujours en activité. Moi, j'ai installé son premier modem chez Kamel Menour, donc je lui ai créé sa première adresse email. En fait, c'est-à-dire qu'avant d'expliquer notre portail internet sur les galeries d'art, il fallait déjà qu'on explique internet. Bref. Il fallait être technicien aussi à côté. Ouais. Voilà, fin de la parenthèse. C'était des milieux plutôt aisés, j'imagine. Oui, en général, oui. Alors après, les galeries, ils ont leur parcours, leur histoire différente. Mais bref. Donc du coup, la semaine, je m'occupais de ce portail internet sur les galeries d'art, et le week-end, je filais un coup de main à EFI sur sa galerie alternative. Voilà, on va dire. Alors, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, en 96, à Paris, il y avait donc soit des squats pour les artistes, mais il n'y avait pas d'équivalent, ou alors juste déjà le milieu des galeries déjà installé, quoi, si on peut dire. Ouais. Donc il manquait un lieu comme ça qui fasse un peu un petit peu le lien, quoi. Voilà. Et donc on se retrouve, Effie se retrouve avec ses deux potes artistes, sauf qu'avec deux potes artistes photographes et un qui fait aussi des meubles à côté. Ça remplit pas une programmation de galerie, donc il fallait trouver en fait les autres artistes. Et donc là, Effie a l'idée de passer une petite annonce dans Nova Magazine, qui était une émanation de la radio Nova qui existe encore aujourd'hui, mais donc qui était un magazine papier, une sorte de city guide, un peu genre Time Out, on va dire. Et donc il y avait une rubrique petites annonces dedans, et elle passe une petite annonce jeune galerie cherche jeunes artistes. Voilà. Et là, à l'époque, donc pas de téléphone portable, mais toujours les vieux répondeurs à cassette. Là, quand on rentrait à la maison, on écoutait les messages. Et donc là, je crois que 3 jours après l'apparition de l'annonce, il y avait honnêtement entre 80 et 100 messages sur la cassette, quoi, de jeunes artistes. Ah ouais. Énorme. Ouais, bah ouais, trop bien. Ouais, donc ça veut dire qu'il y avait déjà une demande, quoi. A priori, il y avait sûrement plein de trucs bien et des trucs moins bien, quoi. Ça devait. Ouais, ça évidemment. Mais oui, il fallait trier. Ouais, il fallait trier. Donc, c'est ce qu'a fait Effie. Elle a commencé à trier tout ça. Et donc voilà, la première incarnation de la galerie, l'ouverture en septembre 96. Il y avait des photographes, donc les deux potes d'Effie, des peintres, des dessinateurs, des gens qui fabriquaient des meubles en carton. Enfin, c'est un peu une sorte de bric-à-brac un peu arty, mais qui était cool déjà, et qui était vraiment une petite bouffée d'oxygène pour tous ces jeunes artistes, parce qu'ils avaient tous à peu près notre âge. Et c'était ça aussi qui nous intéressait, c'était de faire une galerie pour des artistes qui avaient notre âge, et tout en s'adressant à un public aussi de notre génération, qui avait pas forcément un pouvoir d'achat de ouf, mais qui aimait bien aller voir des films, aller au concert, boire des coups. Qui était engagé, quoi. Ouais, et on s'est dit, mais pourquoi pas aussi leur donner envie d'acheter des œuvres de jeunes artistes, quoi, en les proposant à des prix abordables. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé au départ. Et alors, j'aime bien le côté coup de gueule, fuck, on va le faire nous-mêmes, en mode totalement DIY, quoi. Exactement, c'était ça, voilà. C'était le fait de toi-même si t'es pas content. Parce qu'on te dit merde d'ailleurs, donc à un moment, c'est un peu le principe, hein. Si on te bloque les portes, tu le fais toi-même et. Exactement. On t'ouvre pas les portes, passe par la fenêtre. Si tu peux passer par la fenêtre, passe par la cheminée. Faut y aller, quoi. C'est ça, ouais. C'était vrai, et c'était vraiment ce truc-là, quoi, qui était important. Voilà, vraiment une réaction, une situation complètement bloquée et bouchée. Et encore, Effie, elle, c'était pas son propre travail, elle était pas artiste. Mais quand tu te prends ce genre, quand t'es peintre, dessinateur, photographe ou que sais-je, et que tu te fais envoyer péter sans arrêt, moralement c'est dur, quoi. Et donc, alors il y a une légende qui dit qu'on ne refuse jamais de voir un book d'un artiste qui se présente à la galerie. Et c'est pas une légende, c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est dans l'ADN de la galerie. Il y a un artiste qui se pointe à la galerie, qui veut nous montrer son travail, même s'il n'a pas pris rendez-vous, on va le regarder. Sauf évidemment s'il tombe en plein milieu d'un vernissage ou un truc, on est super occupé, là, à ce moment-là, lui, de repasser le lendemain. Oui, il y a un bon moment aussi, voilà. Tout ça. Malin. Ouais, mais en tous les cas, on refuse jamais de regarder un book, parce que la galerie s'est créée là-dessus, en fait. Donc, sur ce constat-là où c'était très compliqué d'accéder
J'ai déjà dit à plusieurs personnes allez voir Laurent et présenter votre book. Donc je sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas vous avez la preuve que c'est vrai. Là, attention à Laurent. Après cet épisode, tu auras plein de patates du Patate Club qui vont débarquer chez toi. Hein. Oui, voilà, t'as pris quand même. J'ai pris la mesure du risque, mais ça va. Non, mais voilà. Alors après, c'est vrai qu'on a toujours. Par contre, on est hyper sollicité sur les réseaux sociaux, par email, etc. Ça, malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde parce qu'il faudrait vraiment embaucher quelqu'un juste pour traiter les demandes. Oui, c'est un métier à part entière. Mais du coup, toi, tu es en train de dire, en fait, si vous avez l'occasion, passez à la galerie et venez discuter, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est plus humain, plus simple. Mais c'est mieux en fait, parce que en fait déjà ça permet de se rencontrer et ça permet aussi, même si le travail qu'on va voir est pas forcément pour nous, pour la galerie, au moins on pourra peut-être donner des conseils ou aiguiller vers telle ou telle autre structure ou au moins encourager, quoi. Et c'est déjà pas mal en fait. D'avoir plutôt qu'un email standard dit bon voilà désolé votre travail correspond pas à la ligne directrice de la galerie. Ça c'est dur hein. Voilà. Ouais, par mail. Bon voilà. Donc alors c'est vrai que par mail parfois comme on est tellement sollicité on préfère ne pas répondre, mais que par contre si un artiste prend ses affaires et vient nous voir, là on refusera jamais de le voir. Voilà, parce que c'est vraiment encore une fois dans l'ADN de la création de la galerie. Voilà. Et donc, alors, important, dans les artistes qui ont répondu à la première petite annonce postée par EFI dans Nova Magazine, là, il y avait un jeune couple d'artistes qui à l'époque ils travaillaient ensemble, qui s'appelait Psychotriclo. Et ils travaillaient aussi avec un autre pote qui s'appelait Gondo. Et tous les trois étaient étudiants dans une école de graphisme. Je sais pas si elle existe encore. C'était l'école Marie-Zélois. Et ils avaient comme prof, je pense d'illustration, Philippe Huget. Alors Philippe, lui à l'époque, il était très impliqué. Il avait une maison d'édition qui s'appelait CBO, avec les initiales, l'acronyme CBO. Et donc lui, il éditait énormément d'artistes issus de la scène underground ou undergraphique, donc des gens comme Thierry Guittard, Sophie Dutertre, etc. Et donc il faisait ses livres en sérigraphie. Et il avait appris ou donné le virus à Jeanne et Olivier, à Psychotriclo et à Gondo, de faire ses livres en sérigraphie aussi. Et donc, bref, ils sont venus nous amener leurs livres. Et nous, on a trouvé ça super beau. Et donc, il y avait moyen de les présenter, de les mettre en avant mieux que dans des librairies, parce que on pouvait les poser sur des tables, c'est des livres souvent en volume, tout ça. Donc, ça valait vraiment le coup d'être vu et d'être manipulé. Et donc, c'est par eux, en fait, par cette porte d'entrée-là, qu'on est vraiment rentré dans la scène graphique alternative. Parce que ni EFI ni moi n'avions de culture de ce milieu. Moi j'avais lu. Ouais, c'est intéressant à préciser. Ouais, moi j'avais lu beaucoup de bandes dessinées étant gamin. J'étais biberonné à Pif Gadget et à Spirou quand j'étais petit. Et puis après, quand j'étais ado, alors pour différentes raisons, mon père, j'habitais dans un petit village à côté de Béziers. Mon père dévalisait le marchand de journaux du coin. Il achetait tout ce qui était revues de bandes dessinées. Plus pour public adulte, quoi, les Métal Hurlants, les Codes des Savanes, Circus, Vécu, tout ça. Bon, je soupçonne que ça lui permettait, parce qu'il y avait souvent un peu d'érotisme dedans, voire plus, donc c'était pas mal. Mais bon, bref, moi je tombais dessus et je me suis fait une grosse partie de ma culture graphique à ce moment-là. C'est-à-dire j'ai découvert Serge Leclerc, Yves Chaland dans Métal Hurlant à ce moment-là. Et petit truc qui était marrant, c'était que moi qui étais donc un jeune ado du sud de la France, ce que racontait l'univers que dépeignait Serge Leclerc dans ses bandes dessinées, les clubs parisiens des années 80, la scène rock, tout ça, c'était un truc qui me parlait vraiment. Et puis finalement, c'est quelque chose que les hasards de la vie ont fait que j'ai découvert quelques années après. Et je suis même retrouvé une fois avec EFI, on avait fait une expo sur les années 80, qui s'appelait Living in the 80s, et on a eu la chance d'exposer Serge Leclerc. Je suis même allé chez lui récupérer des vieilles sérigraphies, des affiches, tout ça. C'est ça qui est magique dans ces métiers. Et j'ai dû lui avouer, parce qu'à l'époque, quand je traînais à Béziers encore à l'âge de 18 et 20 ans, j'organisais des soirées avec des potes pour gagner un peu de sous. Et en fait, on saignait vraiment un album de Serge Leclerc qui s'appelait Rocker, où il y avait des petites histoires sur Blondie, tous les groupes rock, les Ramones, les Cramps, tout ça. Et donc, on découpait cet album pour insérer des visuels, pour faire nos affiches. Puis je lui dis, écoute, je dois t'avouer que
quand j'étais ado, il y a pas si longtemps, je me suis bien servi de tes dessins pour faire des affiches. Et il m'a dit, tu m'as pas payé de droit. Voilà. Mais bon, c'était une anecdote rigolote. En tous les cas, par ces deux étudiants, ces trois étudiants et leur prof Philippe Huget. C'est comme ça qu'on a mis un pied à... Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Dans la suite de cet épisode, Laurent Zorzin, qui est intarissable sur la formidable aventure d'Ars Factory, évoque avec nous le pari undergraphique de la fin des années 90 et comment le besoin de montrer le travail des artistes graphiques a conduit à la création d'une librairie-galerie. Laurent explique également pourquoi le circuit de carrière qui existait à l'époque est aujourd'hui déréglé avec l'avènement des réseaux sociaux et la disparition de certains corps de métier comme celui d'acheteuse d'art. On parle ensemble de la Supérette, l'agence d'illustrateurs créée par Effie et Laurent au milieu des années 2000, là encore pour répondre à un besoin des artistes en marge du système et pourquoi ils ont dû stopper cette side quest au sortir du Covid. On discute ensuite des ingrédients qui s'interconnectent comme autant de leviers pour mener à bien un projet contre vents et marées, tensions économiques et banquiers à batte de baseball, et pourquoi l'inconscience et la prise de risque peut parfois conduire à de grandes choses. Avec des centaines d'expositions en un peu plus de 25 ans d'aventure, Laurent retrace avec nous le parcours de plusieurs artistes de la galerie, qu'ils soient des monuments ou de jeunes pousses. On parle enfin du cercle vertueux entre la librairie, les expos, les visiteurs et le lien avec les artistes, et comment les générations d'artistes s'entrecroisent encore aujourd'hui dans un formidable melting pot graphique au 27 rue de Charonne à Paris. Pour écouter la suite de cette interview ou accéder au replay en vidéo, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee à partir de 5 € par mois. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, à des tas d'autres bonus et aux épisodes mensuels exclusifs des Keepers of the Keys, comme celui d'aujourd'hui, pour vous permettre de poser vos questions en direct à des acteurs clés du milieu de l'illustration. Pour ce faire, rendez-vous sur www.patreon.com/sens-podcast ou Tipeee avec 3e.com/sens-creative-podcast. Un grand merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.